Routine ou surprise? La routine qui permet justement d'avoir des surprises. À planifier ou s'adapter? Les 2, on planifie, puis on s'adapte. Contrôler ou lâcher prise? Lâcher prise pour pouvoir tenir sur ce qui est important. Un livre qui t'a appris à relativiser? Alors sur le côté professionnel, c'est, Comment ne pas être un prof idéal d'Emmanuel Piguet. Oh, mais bien sûr, bien sûr. J'encourage tout le monde, ceux qui ne la connaissent pas, d'aller voir l'entretien que j'avais fait avec elle, spécifiquement sur cet ouvrage. Parfait. Un modèle d'imperfection inspirant? Et bah, justement, je trouve que c'est un problème, on a peu de modèles, d'imperfection inspirants, donc j'ai envie de dire, regardez autour de vous. Les humains qui ont une vie qui vous trouvez bien, mais regardez, est-ce qu'ils sont parfaits? Et en règle générale, on voit que non. Très bien. Un conseil qu'on t'a donné et que tu n'appliques jamais? De dire: «Il faut absolument, faire les choses dès qu'on peut, on se reposera après», ce genre de choses. OK. Un endroit dans ta vie où tu te sens imparfaite mais heureuse? Bah, j'ai envie de dire partout. Je suis imparfaite Heu partout et je peux être heureuse partout. et voilà, c'est assez cohérent avec tout ce que tu as dit jusque-là. Un super pouvoir que tu aimerais avoir pour t'adapter, pour t'ajuster? Alors ça, c'est un super pouvoir, mais j'en rêve depuis que je suis toute petite, c'est d'avoir une espèce de bulle qui s'ouvrirait quand j'appuierais sur un bouton pour pouvoir faire pause dans la vie. Je fais pause, je rentre dans ma bulle, je peux lire tous les livres que je veux et tout et quand je ressors, j'ai rien perdu comme temps. Ce Ah serait trop oui! bien, hein? Excellent, j'adore l'idée. Avancer sans tout comprendre ou attendre d'être prête? J'irais attendre d'être prête pour avancer sans tout comprendre, mais en fait mais prête, D'accord. ça veut dire je suis prête à avancer sans tout comprendre. Ça veut pas dire j'ai tout compris et je peux enfin me lancer. Eh oui, carrément. Un film ou une série qui parle bien de l'imperfection? Bah, j'ai pas d'idée. Je t'avoue, Ouais. justement, je trouve que l'imperfection est très c'est très compliqué d'être imparfait parce que beaucoup de modèles qu'on nous donne sont des modèles de perfection ou en tout cas où l'erreur n'a pas une place correcte. OK. Et pour terminer, un mantra pour les jours où rien ne va comme prévu? Eh bien, j'ai pas de mantra, moi, quand rien ne va tout prévu comme prévu, j'ai une sorte de super pouvoir. Je vais à un endroit où personne me voit et je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon Ah! corps pendant le temps qu'il faut en mode: «Mais c'est horrible ce qui m'arrive, personne ne m'aime, je suis trop nulle», je pleure et le fait d'accueillir l'émotion, ça fait qu'après, ouf, ça va mieux et je peux recommencer. Ce mythe tenace qu'on a, celui du prof parfait. Vous savez, celui ou celle qui ne fait jamais d'erreur, qui maîtrise tout, tout le temps et qui a toujours la bonne réponse. Et si, finalement, ce modèle de perfection n'était ni réaliste, ni même souhaitable? Pour en discuter, j'ai le plaisir de t'inviter, de partager ce temps-là avec toi, Marie-Camille Couder, enseignante passionnée et spécialiste de la classe adaptative. Ensemble, on va explorer comment accepter l'imperfection, oser s'adapter et surtout pourquoi c'est une force dans notre métier. Bienvenue à toi. Merci Nathalie. Alors, est-ce que tu as été une prof parfaitement parfaite? Est-ce que tu as été ça à un moment de ta carrière? Heu, j'ai essayé j'ai essayé d'être parfaite. Je pense que si tu veux, moi, je fais un parallèle entre, le fait qu'on demande à nos élèves d'être parfaits, qu'il faut pas se leurrer, hein. En tant qu'enseignant, nous sommes, très, très souvent des purs produits du système, scolaire et moi qui accompagne des enseignants qui sont aussi en reconversion en deuxième carrière, c'est-à-dire qui ont travaillé 20, 30 ans dans le salarié et qui arrivent à l'école, ils sont en mode: «Waouh, mais c'est quoi ce monde-là?» Donc il faut réaliser que le monde de l'école est extrêmement différent du reste du monde professionnel. Notamment parce que, bah, les profs, on a nos élèves, on veut qu'ils soient parfaits, du coup, bah, nous, on cherche à être parfaits et on est dans cette espèce de cercle vicieux dans lequel j'étais, pur produit après mes études et quand je suis arrivée, moi, j'ai un petit peu travaillé dans le privé, mais genre 1 ou 2 enfin 1 ou 2 ans, pas du tout suffisant pour changer mes paradigmes. Du coup, je suis arrivée, pur produit d'éducation nationale et du coup, j'ai essayé de faire parfaitement ce qu'on me demandait, comme on me demandait et cetera. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais pas une super bonne élève. Si tu regardes mes Ah, bulletins scolaires, il y avait un petit peu de,
Marie-Camille en fait un peu qu'à sa tête, Marie-Camille refuse de faire parfaitement ce qu'on lui demande. Alors j'avais grandi donc j'essayais, mais j'ai vite vu que ça marchait pas et j'ai vite changé. Enfin j'ai vite changé, non, j'ai pas vite changé. J'ai vraiment changé en me disant: «Le problème de moi cherche» enfin, si tu veux, pour moi, le problème d'être parfaite, c'est le statut de l'erreur. Si tu cherches à être parfaite, c'est que tu ne laisses pas de place à l'erreur, que l'erreur est vue comme quelque chose de négatif et moi, ça m'a posé un problème parce que je me suis dit: «Mais dans tout ce qu'on me demande de faire et dans tout ce que je vois, on pose l'erreur comme étant négative pour les élèves». Du coup, j'ai commencé par dire: «Bah non, il faut que l'erreur soit quelque chose de positif pour les élèves, ils sont en apprentissage» et je dirais, au fur et à mesure de faire ça avec mes élèves, à un moment je dis: mais moi aussi je suis en apprentissage, C'est ça. attendez, mais moi aussi j'ai le droit à l'erreur en fait et à apprendre, vivre c'est apprendre» et du coup le changement s'est fait comme ça. En fait, j'ai appliqué à moi-même ce que j'ai appliqué à mes élèves. Trop bien. J'aimerais bien avant qu'on se lance, dans les différents sujets autour de cette, enfin de cette imparfaite perfection, de cette imperfection tout simplement, de cette vie, j'aimerais qu'on, comment? Qu'on délimite, qu'on donne les contours de ce qu'on appelle perfection dans le monde enseignant. Hein, je l'ai dit en introduction, on veut avoir la bonne réponse, c'est quoi les Alors contours? moi, je lui donne un autre nom à ce syndrome de OK, la perfection, enfin ouais. cette recherche de la perfection, j'appelle ça le syndrome du bon élève. Ouais, OK, effectivement. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne réponse, il faut faire en fait, on se place encore en tant qu'élève, c'est-à-dire il faut faire ce que le prof nous demande. Alors le prof a pris, d'autres noms, hein, ça va être l'inspecteur, les textes, le chef d'établissement et en fait, quand on fouille un peu, c'est souvent des choses qu'on imagine, d'accord? En formation, les profs que j'accompagne me disent souvent: «Oui, mais on me demande de faire ça». OK, c'est qui ce «on»? Ouais, c'est ça. On n'existe pas, c'est que des personnes, des choses qui existent sont les personnes. Les restes, ce sont des histoires qu'on se raconte et donc on met cette espèce de «on» en position de prof et nous, on serait un élève dans ce et du coup, notre but, c'est de faire parfaitement ce qu'on nous demande Ce et qu'on attend de spoiler, nous. c'était une impasse. C'est ça, c'est une impasse. OK, et dans ces injonctions, il y a tu parles des textes, tu parles, du côté administratif. C'est quoi les différents registres sur lesquels le «on» nous donne, un cadre, dans lequel il faudrait qu'on soit parfait? C'est extrêmement variable et c'est ça qui où on voit qu'en fait, ça dépend pas du contexte, ça dépend du positionnement de la personne, ça dépend de ce que nous, en tant qu'enseignants, on pose. Parce que, bah, il y a des profs, enfin moi je vois, quand justement, au moment où j'ai arrêté d'enseigner, j'étais très, très bien dans mon établissement, on me demandait pas de faire grand-chose, je faisais les choses que je choisissais de faire et les autres, voilà. Mais dans le même établissement, il y a des gens qui disaient: «Ah mais on nous demande trop, c'est trop compliqué» et cetera. Donc heu, mmh, ça c'est très, très transversal. Ça peut être la gestion de classe, le programme, la didactique, la pédagogie, le lien avec les collègues et ce syndrome du bon élève, c'est pour ça que, moi moi, je quand je commence à parler aux enseignants, notamment dans mon podcast, c'est mon premier épisode, c'est celui qui est hyper important. C'est quoi le syndrome du bon élève et en quoi c'est une impasse? À un moment, il faut réaliser, on peut pas être à la fois prof et élève Ouais, ouais, et ouais. en plus, déjà, c'est vous le prof, en fait, le «on», c'est vous et surtout, et j'essaye de faire les choses dans l'autre sens de ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire qu'en voulant vous-même être parfait, vous envoyez à vos élèves qu'il va falloir être parfait et en fait, vous créez des choses extrêmement délétères chez vos élèves. Mmh. Voilà. OK. Moi, ce que j'entends là, il y a quelque chose d'intéressant, pour ceux et celles qui se disent: «Ah waouh, effectivement, et moi, est-ce que je suis là-dedans dans ce syndrome de l'élève, du bon élève?» Peut-être de se lister ces injonctions, ces phrases toutes faites qu'on a dans notre tête, «On me demande», «Je me sens obligé de», et lister et puis aller vérifier comme tu le dis si effectivement il y a bien quelqu'un derrière ce «on» qui m'a demandé ou si, c'est moi tout seul qui me met dans cette position. J'adore l'idée de lister un petit peu tout ça. Tout à fait et puis on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que, heu et bien voir que hem, les textes, les choses comme ça sont des histoires, si tu veux. C'est des histoires auxquelles on choisit de croire en tant que société parce qu'elles permettent à la société de fonctionner et
je donc c'est pas des histoires au sens, Père Noël, enfin, Oui, oui, c'est tout à des fait. histoires qui font Mmh. société et l'être humain fonctionne parce qu'on croit aux mêmes histoires. Mais ça reste des histoires. Les histoires n'ont pas de lien dans le réel. Les choses qui permettent aux gens, aux histoires d'avoir de l'impact dans le réel, c'est ce que les gens en font. Donc on me demande, je suis obligée, même les textes, les lois, tout ça sont des histoires. Et la vraie question à se poser, c'est pas, «Ah mais je suis obligée, on me demande», mais la vraie question c'est: «Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas? C'est ça. Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui se se passe si passe? je le ferai pas?» Mmh. Et oui. Question très puissante. Effectivement, merci Marie-Camille, c'est bien, tu vas nous bousculer. Heu et ce qui nous intéresse là, c'est que cette perfection, bah, elle est délétère, hein, tu l'as dit, mais on va aller sur l'apprentissage des élèves. Pourquoi finalement elle est cette perfection, ce souci de la perfection, ce syndrome du bon élève est délétère et n'est pas au service des apprentissages de nos élèves, alors que c'est notre mission première. Tout à fait. Alors elle est délétère pour 2 énormes raisons. La 1re, c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est que, l'apprentissage fonctionne par erreur. En fait, le cerveau fonctionne par essai-erreur. On voit un enfant qui essaye de marcher, il va pas se poser pour essayer de comprendre comment il faut poser les pieds et cetera. Il va se lancer, il va tomber, il va se lancer, il va tomber, il va se lancer, il va tomber. C'est le mode de fonctionnement assez naturel, heu, d'apprentissage du cerveau. Donc c'est parce que l'erreur est arrivée que le cerveau va lancer l'apprentissage. Donc tant que l'erreur n'est pas arrivée, bah, il y a pas d'apprentissage où on reste en surface, où c'est pas profond, où il y a pas de modification vraiment des schémas mentaux, de vraiment physiologiques qui se passent, hein. Le signal d'erreur que le signal envoie, on voit sur un électroencéphalogramme, on voit un signal d'erreur. Donc si on cherche à ce que nos élèves ne se trompent pas, ben, en fait, on bloque l'apprentissage. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on pénalise l'apprentissage, et qu'on demande aux élèves d'apprendre, c'est comme si on nouait les élèves des nacelles des élèves ensemble et après on leur demandait de courir le 100 mètres. D'accord? Et après on se pose plein de questions sur: «Oui, mais comment faire pour que nanana, pour qu'ils fassent des petits pas, pour qu'ils courent vite?» OK, tu prends tes ciseaux, tu coupes les lacets, tu vas voir les élèves, ils courent. Donc, hem, la place de l'erreur, elle est fondamentale dans l'apprentissage. Fondamentale, et le jour où on n'autorise plus l'erreur, ben, on n'autorise plus l'apprentissage. La majorité des apprentissages se font de façon implicite, c'est-à-dire sans que les élèves se rendent compte, heu, enfin, sur ce genre de choses, c'est-à-dire que nous sommes modélisants pour notre classe, et ça, il faut réaliser que la façon dont nous percevons les langages, que les messages que nous envoyons sont très, très forts sur ce qu'il va faire sur les élèves. Ça, c'est extrêmement vrai au primaire, mais enfin, extrêmement vrai au primaire. Cela dit, il y a beaucoup de syndrome du bon élève, dans le primaire, donc c'est voilà. Mais c'est aussi vrai pour le secondaire, parce que si on arrive on peut nouer une vraie connexion avec les élèves en quelques heures par semaine. Ils nous voient en tant que modèle. C'est des âges à l'adolescence où ils vont avoir cherché un nouveau modèle, et donc on va pouvoir servir de modèle accessoire ou de modèle, comment dire? Différencié de la parentalité, et c'est ça qui va permettre aux adolescents de se construire. Donc ça, il faut réaliser, nous sommes des modèles pour nos élèves. C'est hyper important à comprendre, et ça veut dire que si on veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils se trompent, on doit, nous, se tromper. On doit être à l'aise avec l'erreur, la leur et la nôtre. Mmh. Je pense que la question qui se pose pour, heu, des enseignants, des adultes même qui deviennent parents, parce que je fais le lien, c'est on se dit: «OK, mais si on n'est pas stable, ça va insécuriser nos enfants, nos élèves», et il y a quelque chose de ça à déconstruire. C'est que, on peut être un adulte référent, garant de la sécurité de nos enfants et leur montrer qu'on se trompe. Oui, et c'est là un petit peu où tu vois ce que je disais, autour de nous, il y a que des modèles de perfection, comme si la stabilité, c'était la perfection. Exactement, Or, c'est c'est vrai. faux. La stabilité, c'est justement quelque chose de très fluide, de très mouvant, où on se trompe en permanence, et c'est ce que je dis. L'idée, c'est vraiment de descendre sa ligne de base. La ligne de base, c'est pas: «Je fais les choses parfaitement à fond». La ligne de base, c'est un peu pourri ce que je fais, et je suis fatiguée, j'y arrive pas très bien. Et puis des fois, on est au-dessus, et du coup, on Oui, est c'est vrai. content: «Yes, aujourd'hui, j'arrive à tout faire», et puis des fois, on est en dessous. «Ah bah, vraiment, aujourd'hui, ça va vraiment pas du tout», et donc là, on peut aller chercher ce que j'appelle des plans B pour quand vraiment on va pas bien. Hem, donc
et ça, c'est hyper important de sortir, surtout, quand on est élevé en tant que alors l'injonction à la perfection pour moi est différente selon qu'on est élevé en tant que femme ou en tant qu'homme. Quand on Ouais, est élevé en tant que femme, la perfection, c'est justement faire attention aux choses qui sont autour de nous, plaire aux gens, bien faire ce que les autres nous demandent. On va être sur du ce qu'on appelle aujourd'hui du people pleaser, beaucoup tourner, vers l'extérieur, être soutien, voilà, et les hommes vont beaucoup être dans la recherche de la performance. Ils vont aller où il faut être performant. Si tu n'es pas performant, tu n'as pas ta place dans la société, ces genres de choses, et les 2 sont également mortifères, mais elles sont tout à légèrement fait. différentes suivant, le genre dans lequel on a été élevé. Mmh. Mmh. J on ren je vais on rentre un peu plus dans la classe si tu veux bien. On a dit on voit bien, dans ce que tu, nous dis que cette, ce syndrome de bon élève n'est pas bénéfique pour les apprentissages des élèves. Donc qu'est-ce qui ne fonctio pardon, qu'est-ce qu'on fait comme état des lieux pour dire: «OK, ça marche pas» et qu'est-ce qu'on interroge dans notre fonctionnement de classe pour laisser la place à autre chose? Et tu nous parleras ensuite de la classe adaptative. Mais je veux bien qu'on essaye de faire un petit focus sur ce moment de bascule où, ah ouais, effectivement, je me pose la question de mon syndrome de bon élève, les répercussions dans ma classe, qu'est-ce que je dois interroger? OK. Mais là, on va toucher la deuxième chose qui fait que, Ah oui, l'imperfection OK, la recherche de la perfection est une impasse. C'est que, alors c'est ça s'appelle un peu dans le droit du travail, mais on l'entend un peu, ça s'appelle la loi de Pareto. oui, En gros, c'est de dire, si tu veux faire quelque chose à 100 hyper bien, trop bien, ça va te prendre en gros 5 fois plus de temps que si tu le fais à peu près. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi le 80-20. Il c'est faut ça. 20 des efforts pour faire 80 du boulot. Ceux qui voient pas ce que c'est, je sais pas si vous avez fait des travaux, mais en gros, au moment où on dit: «Ah, il reste plus que les finitions», bah, c'est le moment où il reste le plus de temps. Et c'est la même chose, en fait, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. Ce qui prend le plus de temps, c'est, les finitions, les petits trucs, les machins, et donc si on le fait pas, ces finitions, si on les fait jamais, si on accepte que ce soit imparfait, et ben, en fait, là où quelqu'un qui fait les choses parfaitement pourra faire une chose, nous, on pourra en faire 5. Donc la recherche de la perfection est extrêmement délétère pour, la productivité, et donc pour, au final, les choses qu'on va être capable de faire pour nos élèves, OK, et ça c'est quelque chose qui marque beaucoup les profs que j'accompagne. C'est là, on est lié un petit peu au perfectionnisme, aller chercher les choses parfaites, et que, la perfectionnisme mène à la médiocrité. Les perfectionnistes, de façon très, très contradictoire, sont des gens qui, en cherchant la perfection, atteignent la médiocrité. Et que la meilleure façon d'atteindre, non pas la perfection, mais quelque chose de enfin, que les gens qui ne cherchent pas la perfection, au fur et à mesure, bah, vont atteindre des niveaux de qualité plus élevés que les gens qui cherchent la qualité et d'accord la perfection. et dans plus de registres, j'imagine? Et dans plus de registres, et cetera, et cetera. En fait, l'idée qu'il y a derrière, et ça, c'est important à se rendre compte, c'est une notion qu'on a, par exemple, dans le design thinking. Je ne sais pas si vous avez fait des épisodes dessus, ou Mmh. si les Non, auditeurs. mais ça je pense à un outil que longtemps École a apporté qui s'appelle Bâtisseur de possibles et qui est construit là-dessus. Ouais, tout à fait. Où on va faire des itérations, des itérations, des itérations, et ce qu'on voit, c'est que la qualité de quelque chose qu'on produit dépend pas tant que ça du temps qu'on y met, mais dépend beaucoup du nombre d'itérations qu'on va en faire. L'exemple qui est beaucoup pris, c'est l'exemple, par exemple, si on me demande de faire un super beau vase, pour ma maman, et qu'on me dit: «Tu as 30 jours pour faire un super beau vase pour ta maman». Bon, moi, j'ai jamais trop, fait de vase en terre pour ma maman. En gros, il y a avoir 2 stratégies. Soit je vais prendre 30 jours pour faire un beau vase, vraiment aller chercher en profondeur, soit je vais faire un vase par jour pendant 30 jours. Et le premier va être pourri parce que je vais juste mettre un jour, le deuxième va être pourri, et cetera, et je vais faire 30 vases, et le 30e, c'est celui que je vais offrir à ma maman. Et ouais, OK. Et en fait, le cerveau humain fonctionne Mmh. mieux si justement il a ce temps de, comme on fait des erreurs, il a le temps d'apprendre, il a le temps de restructurer les réseaux neuronaux. C'est long, hein, créer des synapses, ce qui Ouais, se passe c'est dans le cerveau, ouais, ça a combien besoin de ouais. temps, physiologiquement, et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en faisant 30 vases, le vase final sera forcément plus joli qu'un vase qu'on a mis 30 jours à faire. Mmh. Très Et bien. Moi, je veux bien ouais, ouais. ouais, Je veux bien donner un exemple parce que, je m'en suis aperçue, en préparant les entretiens. Avant, je passais, tu vois, 3 4 heures vraiment denses à préparer et puis voilà, je passais à l'enregistrement et puis le jour de l'enregistrement, je m'apercevais, parce que je relisais finalement juste pour la deuxième fois,
que ça m'allait pas et maintenant, je fais vraiment des petites sections. Je fais un 1er jet, je reviens dessus quelques jours après et je reviens, je pense, au moins 3 fois dessus et j'arrive pas du tout au même résultat que quand je bossais, un gros morceau, dessus. Vraiment. tout à fait. Parce que mon cerveau a mûri, a peut-être a décanté des questions. Je relis un truc, je fais: «Oh non, ça me va pas ça, en fait». Mais en fait, ce que tu vois et ce qu'on expérimente tout en tant qu'humain, c'est vraiment lié quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau du cerveau, des neurosciences cognitives, ça s'explique physiologiquement. En fait, il y a 2 types de fonctionnement du cerveau. Il y a le fonctionnement focus, donc comme tu dis, on va être concentré, on va faire et il y a le fonctionnement diffus, où en fait, on fait autre chose et quand on fait autre chose, notamment quand on dort, le cerveau va réorganiser, les synapses, couper les axones qui fonctionnent pas et cetera. Ce qui va f Et il va aussi, heu, créer des liens entre des idées qui sont loin les unes des autres. Du coup, c'est pour ça qu'on est plus créatif parce qu'on y pense moins et cetera. Donc c'est pour ça que quand on voit ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est, beaucoup montré par, justement les neurosciences cognitives et on voit que c'est très efficace. Si tu veux apprendre quelque chose, il vaut mieux faire un peu tous les jours qu'un gros massé. C'est pour ça que bachoter pour le contrôle, ça fonctionne pas. On le sait tous et voilà. Et en fait, c'est la même chose pour tout. Si tu veux construire une séquence pour tes élèves, si tu veux construire quelque chose pour tes élèves, et ben, il faut avoir le temps et là où je vais justement rejoindre le design thinking, c'est-à-dire qu'une séquence, souvent les profs, ils ont des problèmes de problèmes de perfectionnisme sur 2 choses, la préparation de cours et la correction de copie. Si on part juste de la préparation de cours, après il y a plein d'autres choses, hein, on a dit le lien avec les collègues et cetera, mais là on est vraiment sur les 2 points qui sont des points de douleur au quotidien pour les enseignants. Pour la préparation de cours, par exemple, ce qu'il faut réaliser, c'est que si je prépare mon cours pendant des heures toute seule, bah, mon focus va être pendant le cours, il va être sur ce que j'ai préparé. Normal, puisque j'ai passé des heures à penser à ça. Donc mon focus va être là-dedans. Or, l'enseignement, c'est quelque chose qui se crée entre les élèves et ce qu'on a préparé. Et c'est beaucoup plus important d'avoir notre attention sur nos élèves que sur quoi on a préparé. Il y a où j'ai encore plus loin, c'est que les choses qu'on prépare, elles vont interagir avec les élèves et les élèves vont interagir et c'est plus on prépare des choses souples, plus on va pouvoir observer comment les élèves interagissent avec et comment on va pouvoir se dire: «Ah mais il y a telle chose» et cetera. Autrement dit, si tu veux, l'utilisateur final pour ceux qui connaissent un peu le design thinking, c'est les élèves et on ne peut pas construire une séquence sans les élèves, en fait. La construction des séquences se fait principalement en classe avec les élèves. C'est pour ça que je dis aux profs que j'accompagne, quand tu prépares une séquence, c'est important que le temps après, c'est-à-dire une fois que ça a été confronté aux élèves et que tu as vu, soit plus grand que le temps qu'il y a avant, concrètement. Ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on va passer plein de temps à faire une séquence, on va la du coup, ça nous a épuisés parce qu'on a passé beaucoup de temps, on l'a fait avec les élèves, on est content, pas content, bon voilà, on passe et puis ensuite on passe à autre chose parce qu'il faut préparer la séquence d'après qui demande aussi beaucoup de temps et que voilà et puis on va retrouver, ce que j'appelle, l'effet rebond. D'accord, c'est avec des enseignants qui tous les ans refont, quasiment tout, refont leurs cours et cetera, ou alors qui ont cette idée de: «Là, c'est bon, je l'ai fait, c'est parfait» et puis il va y avoir un changement de programme et puis je vais devoir tout refaire à zéro. Donc ils passent beaucoup de temps à préparer leurs cours, de façon parfaite, en fait. Donc là, moi, je propose un changement qui est de dire: «Bah, tu prépares, hem, en temps minimum, ta séquence, voilà, et tu l'as fait en classe et tu te dis: «C'est un brouillon de séquence». Tu l'as fait en classe, tu regardes comment les élèves vont interagir avec et cetera et tu vas noter. Tu vas noter: Ça va pas, ça, il faut le changer, OK, telle petite chose, plutôt granulaire et cetera» et une fois que tu as noté les choses, tu reprends ta séquence pour la modifier pour l'année d'après. Si tu as le temps. Mais au moins tu te prends à froid une fois que ça a été fait, tu notes toutes les choses à améliorer pour l'année d'après et tu rentres dans ce que j'appelle la logique d'escalier où en fait, du coup, d'année en année, tes ressources deviennent de meilleure qualité. Donc tu remets pas tout à zéro, mais cette année, tu dis: «Ah, beh, écoute, je vais reprendre» et puis, une petite astuce, je leur dis à mes enseignants de noter de 1 à 5 comme ça la qualité de ce qu'ils ont produit et du coup, à la fin de l'année, ils reprennent, bah, ceux qui ont les moins bonnes notes et puis ils reprennent ceux qu'ils ont le temps de reprendre et puis voilà et ça marche, hem
Et du coup, si ce que je dis, c'est vraiment d'avoir ce côté granulaire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en classe adaptative, mais qu'on peut faire aussi en enseignement simultané. C'est-à-dire arrêter de faire des espèces de plats tout en un, mais de faire vraiment des petites choses qu'on va améliorer chacune de façon indépendante et qui sont aussi beaucoup plus résilientes au programme. Mmh. OK. Hem, Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de justement du chemin que tu as fait entre l'enseignante que tu nous as décrite au départ avec ce souci, de la bonne élève et un moment de bascule où tu as dit: «Non, en fait, c'est pas au service des apprentissages de mes élèves». Ce que tu as questionné chez toi et comment tu es passé à une autre pratique, imparfaite mais en mouvement et ce que tu nommes la classe adaptative. Bah, je te dis, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que c'est vraiment venu de se dire: «En fait, je veux que l'erreur soit présente pour mes élèves. Je veux que les élèves se trompent, je veux que leurs erreurs soient célébrées». Du coup, je me suis dit assez naturellement: «Bah, du coup, moi, il faut que je fasse la même chose». Et si tu veux, la classe adaptative, elle est née par essai-erreur. J'ai essayé des choses en classe, pendant, 15 ans presque. Oui, pour 15 ans, j'ai essayé des choses et parmi toutes les choses que j'ai mises en place, il y en a, je sais pas combien de dizaines ou de dizaines qui n'ont pas fonctionné. Chaque année, je lançais plusieurs choses en septembre et à tout ça, je faisais, le tri entre: «OK, ça fonctionne, mais c'est trop chronophage, donc il faut que je trouve une autre façon de le faire. Ça fonctionne, voilà». Et c'est comme ça, d'année en année, que je suis arrivée à la classe adaptative. Il faut bien comprendre que moi, c'est ça un travail, d'essai, d'essai-erreur que j'ai fait au long cours, quoi. Sur les enseignants que j'accompagne qui, du coup, ont un bah, donc moi, ça m'a pris 15 ans, si tu veux, soyons très honnêtes. Ça m'a pris 15 ans. Sur les enseignants que j'accompagne, du coup, ils ont un parcours plus rapide, aussi parce que des fois, ils arrivent plus loin dans ce cercle vicieux. L'avantage, c'est que c'est le problème du cercle vicieux, j'essaye de faire les choses parfaitement, du coup, quand les choses se passent pas bien, je suis pas bien. Du coup, j'essaie de faire plus parfaitement. Du coup, quand les choses se passent pas bien et cetera, c'est quelque chose qui se tend au fur et à mesure des années. Comme moi, j'étais assez jeune quand je me suis dit: «Il y a un problème», il était pas encore très tendu mon cercle vicieux. Les enseignants que j'accompagne, des fois, ils ont des cercles vicieux depuis 20, 30 ans, de syndrome du bon élève qui est extrêmement bien implanté. Et hem et mmh, ce qui les aide, ce que je vois, c'est vraiment de reprendre leur boussole. C'est-à-dire que la boussole, c'est ce qui te permet de trouver ton chemin. Donc c'est quoi ta boussole? Le problème arrive quand ta boussole, elle est extérieure. Quand ce boussole, c'est ce «on». Et l'idée, c'est j'ai dit, c'est récupérer votre boussole intérieure. Comment est-ce que moi, je veux naviguer? Ce qui compte, c'est ma boussole. Pour être bien dans sa classe, bien dans sa peau, il faut que sa boussole intérieure. L'astuce que je donne, c'est plus qu'une astuce, hein, mais aux enseignants, c'est que moi, ce que j'ai observé sur les centaines d'enseignants, je pense que je suis quasiment un millier maintenant, d'enseignants que j'ai accompagnés, systématiquement, quand la boussole, c'était les élèves, les enseignants se sentaient mieux. Je vais formuler les choses autrement. J'ai jamais rencontré un seul prof qui m'a dit: «Moi, ce que je veux, c'est être enseignant pour pouvoir bien faire ce que l'inspecteur me demande, pour pouvoir respecter les textes». On s'est jamais levé le matin en disant: «Chouette, aujourd'hui, je vais faire ce que l'IPR me demande». Jamais. En revanche, tous les matins, on se lève en disant: «Je veux transmettre à des élèves, je veux les rendre plus épanouis, je veux les faire grandir». Notre attention, elle est sur les élèves. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous anime, c'est les élèves. Et beh, garder ça et c'est ça qui permet aussi de pas s'épuiser et d'être bien, c'est rester au contact de notre boussole, c'est-à-dire les élèves. Est-ce que si je fais ça, c'est bien pour les élèves? Est-ce que si je fais pas ça, c'est bien pour les élèves? Est-ce que mon syndrome du bon élève, il est bien pour les élèves? Non. La réponse est non. Et ça, c'est violent quand les profs réalisent qu'en fait, ce côté: «Je veux tout faire parfaitement» est en fait délétère pour leurs élèves. C'est dur parce que souvent, quand on veut tout faire parfaitement, c'est pour ne pas faire du mal aux élèves et c'est orienté vers les élèves. Et de réaliser qu'en fait, de faire les choses parfaitement, c'est délétère pour les élèves. Ça leur montre un modèle, surtout si vous êtes une femme et qu'il y a des filles dans votre classe, c'est un modèle extrêmement délétère qu'on présente à aux filles qu'on a autour de nous. Hem, que ça leur commence leur cercle vicieux, que ça leur enlève leur pouvoir d'agir parce que les élèves ne font pas selon leur boussole, ils font les choses que vous devenez cette boussole extérieure pour les élèves et du coup, on fait cet effet boule de neige et on produit les mêmes choses de génération en génération et qu'à un moment, nous sommes responsables de changer des choses pour que nos élèves soient plus heureux, pour que nos élèves puissent être heureux en étant imparfaits et moi j'aime pas dire ça être imparfait, j'appelle ça être humain.
Oui, oui, en fait, tu as raison. Il faut changer ce vocable parce que imparfait, il y a quelque chose de négatif alors qu'en fait, c'est juste, la vie. Enfin, c'est la perfection qui n'est pas humaine. Exactement, et donc si vous cherchez à montrer un modèle de perfection à vos élèves, vous montrez un modèle qui n'est pas humain et donc qui Tout n'est à pas fait. atteignable par vos élèves Atteignable. et qui du coup, à un moment ou à un autre va poser problème dans pour vos élèves. Alors que si vous montrez un modèle humain à vos élèves, eh bien vous aidez vos élèves à se construire de façon humaine. Et puis il y a une question de santé mentale derrière tout ça, je trouve. Question de santé mentale extraordinaire, enfin, Mais oui, parce que, dire à nos élèves implicitement et explicitement par notre comportement que la vie, c'est être parfait, c'est renvoyer à nos élèves qui, eux, sentent bien qu'ils sont pas parfaits. Ils se disent: «Waouh, mais en fait, du coup, moi, je suis pas normal. Enfin, puisque je ne suis pas parfait et qu'on me dit qu'on doit atteindre ça». C'est terrifiant. En fait, c'est terrifiant. heu aujourd'hui la santé ment le problème de enfin les je sais pas si on parle d'ethnie, enfin en tout cas, il y a un vrai problème de santé mentale chez les adolescents, aujourd'hui en France, enfin pas qu'en France, mais c'est documenté et cetera. Et moi je le sais, je le sentais dans mes classes. Quand j'ai la dernière année où j'ai enseigné, j'avais, au moins une élève par classe qui était hospitalisée. Ouais. Ah ouais. Et Mmh. j'ai jamais eu des élèves hospitalisés à ce point-là pour d'autres problèmes de santé. Bien On est sûr, sur vraiment quelque chose d'extrêmement profond et je pense qu'on a notre rôle à jouer, nous, en tant qu'enseignants, bien et sûr. ça, je le vois, on le voit, et ça, c'est des choses que les profs que j'accompagne disent et qu'on dit, c'est, en classe adaptative et en évaluation constructive, on en a déjà parlé, mais c'est une évaluation où l'erreur n'est pas pénalisée. Ouais, Et chez les c'est ça. adolescents, ce truc de: «Il faut Parcoursup, il faut être parfait, chaque note compte dans la moyenne», c'est juste pas tenable au niveau de la santé mentale. Il doit dire: «Mais en fait, vous avez le droit à l'erreur. Si tu rates ton contrôle, tu peux le refaire. Hem, si tu fais une erreur, bah, tu feras une analyse d'erreur, ça ta note va pouvoir augmenter, mais on est là pour apprendre et la note, elle va augmenter au fur et à mesure que tu apprends et tu vas te tromper et c'est normal». Ça fait que ce stress descend chez les élèves et moi, j'ai vraiment eu des élèves, hem, qui avaient des problèmes de stress, je pense à une élève notamment qui était dans l'équipe féminine, de rugby, nationale, donc il y avait quand même, Ouais. un une recherche de la performance assez élevée, qui cherchait ça dans toutes les autres matières, qui on le voit chez certains élèves, cette espèce de burn-out d'élèves et cetera, et qui me disaient: «Mais en physique», parce que c'est ce que j'enseignais, «en physique, je me sens bien, je peux arriver, c'est ma bulle où je peux me tromper», et de se dire: «On a montré ça à nos élèves, on a montré que c'est possible». Et même si il y a d'autres matières, même s'il y a leur matière, même s'il y a d'autres choses, on a planté une vanne qui est: «C'est possible, on peut C'est vivre les possible, c'est choses ça. autrement, on Mmh. peut vivre de façon Mmh. humaine et non pas de façon parfaite». Et pour moi, c'est hyper fort de montrer ça à nos élèves. C'est possible. Ouais, Regarde, je t'ai montré. OK. Pour se projeter un peu et peut-être, nous faire, rêver, enfin, moi, j'aime bien l'idée, que de qu'on se raconte des histoires et qui peuvent devenir un peu nos boussoles. Tu disais en introduction qu'il nous manquait, de héros, d'histoires. Une classe dans laquelle il y a de la vie, il y a de l'erreur, tant chez les élèves que chez l'enseignant, ça ressemble à quoi? Bah, ça Raconte-nous une ressemble histoire. à un endroit où on est bien, en fait, ça ressemble à un endroit où on est bien. Je vais te raconter ce que me racontent, les profs que j'accompagne. C'est déjà, on arrive et on accepte là où chacun en est. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont pas envie de travailler et c'est OK. Il y a des élèves, ils sont dit: «Ah, beh, ce matin, madame, j'ai envie de m'y mettre et cetera». OK, bah, on y va et c'est OK. Ça va être aussi un endroit où on va pas demander, à des choses qui sont pas physiquement possibles aux élèves. Ça, c'est des trucs, heu heu, le cerveau humain pour un adulte hyper efficace et capable de se concentrer, allez, je dirais 4 heures par jour. Pour un adulte hyper performant. C'est-à-dire, et nous, on va demander 5, 6, 7 heures à nos enfants qui ont un cerveau qui est pas aussi mature, qui ont des fois des choses à vivre à la maison qui sont difficiles. C'est juste physiologiquement pas possible. Donc, si on arrête de demander des choses qui sont impossibles aux élèves et après de les punir parce qu'ils font pas ces choses qui sont impossibles, toutes les choses s'abaissent, quoi.
OK, là, c'est pas possible pour toi de travailler, c'est pas grave, on verra. Est-ce qu'on peut prendre ensemble ton emploi du temps? Regarder où est-ce que du coup, puisque là, tu vas pas écouter la leçon, à quel moment est-ce que tu vas la travailler tout seul? Est-ce que, ou est-ce que là, c'est parce que tu es à jour et du coup, tu as pas besoin et cetera. Voilà, heu, il y a des coloriages, des choses à faire pour les élèves qui veulent pas travailler, hein. Le deal, c'est ils empêchent pas les autres de travailler. Ça, c'est un deal qui est non négociable. Par contre, tu as besoin d'une pause, tu peux prendre une pause. C'est ça aussi être humain, savoir prendre une pause, quoi. Et du coup, les profs aussi, c'est 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 un système où en fait, si le prof est pas au top, c'est pas grave. C'est ça aussi, c'est un problème de l'enseignement simultané, c'est que ça nous pousse beaucoup à être parfait par la construction même. C'est-à-dire que le pro on est indispensable dans nos classes. Si le si le prof n'est pas là, les élèves arrêtent d'apprendre. D'accord? J'ai envie de dire, faites le test, faites le test, ça vous arrivera. Quand on arrive avec un quart d'heure de retard, que font vos élèves? Est-ce qu'ils sont en train de se mettre au travail? Ou est-ce que, bah, ils sont en train de foutre le bordel dans le couloir en attendant que le prof arrive parce que, bah, on peut pas travailler, il y a pas le prof? Et moi, j'ai un exemple j'ai 2 exemples là d'une enseignante, de maths, les 2, qui disait, bah, là, il y avait des problèmes dans le bus, du coup, bah, avec une collègue, bref, on a eu un quart d'heure de retard. On a appelé, le collège pour dire: «On aura un quart d'heure de retard». Et du coup, hem, quand les assistants d'éducation sont allés voir les élèves pour dire: «Ben, en fait, le prof a un quart d'heure de retard», ils ont dit: «Ah mais nous, on sait ce qu'il faut faire, il faut nous ouvrir la salle info et vous inquiétez pas, vous nous ouvrez la salle info, on sait quoi faire». Et du coup, les assistants d'éducation ont ouvert la salle aux élèves qui se sont mis à travailler. Et la prof est arrivée, et les élèves étaient en train de travailler en cinquième, tu vois? Et la même chose, du coup, les élèves, une fois que on a redonné leur pouvoir aux élèves à dire: «Vous allez faire des choses, vous allez vous tromper et c'est pas grave». C'est aussi très reposant pour le prof, tu vois? J'ai une autre qui disait: «Bah, cette semaine-là, j'étais pas très bien, j'avais chopé une sorte de syndrome grippal». Et en fait, ça nous arrive à Mmh. tous d'attraper un syndrome grippal quelque part dans Oui. l'été. D'accord. Oui, Et oui, si on oui. doit être tout le D'avoir temps à nos fond, règles en tant que femme, ouais, non, exactement. carrément. On n'est pas Ouais. toujours à fond physiquement. Non! Et donc si on prévoit une façon d'enseigner où on doit être à fond, là, je vais mener cette activité, je vais faire ci, je vais faire ça, beh, en fait, ça peut pas marcher. Enfin, heu, Non, c'est la clair. vie c'est ce que je dis, heu, c'est pas je prépare tout et après je déroule. Non, et parce que c'est je prépare tout et après il y a la vie qui arrive. Et Mais la bien vie, sûr. c'est adapter ce qu'on a prévu à ce qui va réellement se passer. Et si on commence à se dire: «Ah non, j'ai mes règles, ça va pas aller», il y a un problème parce que ça arrive tous les mois. Ou: «Ah, j'ai la grippe, ça va pas aller», c'est un problème, ça arrive tous les ans. Il faut créer des systèmes résilients. Les systèmes ne sont résilients que s'ils incorporent le fait que vous allez faire des erreurs, vous allez pas être au top et cetera. Et donc ça veut dire, bah, arrêtez d'être indispensable. Si je peux donner qu'un seul conseil, c'est préparer tous vos cours comme si vous alliez être absent. Ouais, Si jamais carrément. vous êtes là, tant Ouais, mieux. Si jamais oui, vous êtes c'est absent, ça. les élèves vont pouvoir bosser. Et c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier en classe adaptative, je dirais, tu vois, avec le recul, c'est qu'à un moment, j'ai eu des problèmes de santé qui sont cumulés à le fait que j'étais formatrice. Et j'étais en terminale. Je dis: «Ah bon, ben, je vais avoir des absences. OK. Je vais prévoir toute mon année comme si ça se trouve, je ne serai pas là». Et du coup, dès le début, j'ai dit à mes élèves: «Bah, je vais vous apprendre à faire ce qui se passe quand je suis pas là, parce que ça se trouve, je ne serai pas là et on va y arriver». Et alors, en gros, à Toussaint, ils étaient efficaces et cetera, Aguerri, ouais, ouais. aguerris et cetera. Et ça, je l'ai vu, hein, au Eh moment de la pandémie, au moment où les classes ont fermé, bah, les élèves, et ils ont oui, continué. ben oui, tout Et à au fait. moment où moi, j'étais absente, bah, ils continuaient. Et là, c'est ce que disaient, les profs que j'accompagne. C'est la nana, disait: «Bah, en fait, là, j'étais pas bien». Et du coup, je suis allée en classe quand même pour pas avoir un jour de carence et parce que voilà, j'étais juste, un peu j'ai fait comme tous les autres salariés, tu sais, quand les autres, ils sont malades et qu'ils ont un rhume et tout, ils se posent devant leur ordi pour: Nous, on peut pas faire ça quand on est Non, enseignant en simultané. Si tu te poses devant ta classe et que tu as pas rien préparé, les élèves, ils sont là: «Wouah!» Et du coup, tu puises encore plus. Donc quand ton stock d'énergie est bas, elle est arrivée, elle a dit aux élèves: «Bah, écoutez, je suis désolée, aujourd'hui, je suis un peu malade, je peux pas faire grand chose, faites comme si j'étais pas là». Et les élèves se sont mis à bosser parce que c'était mais ouais. préparé, parce qu'il a voilà. Et Et on montre ils ont des habitudes de travail, ils ont des rituels, c'est ça, ils ont des outils, ils savent où sont les choses, ils savent quelle stratégie utiliser et c'est finalement, heu, le notre mission que nos élèves apprennent et soient autonomes et apprennent parce qu'ils ont envie d'apprendre.
C'est ça et ça veut dire et ça n'est possible que si et pour moi qui accompagne les anciens justement dans ce changement de posture, ça n'est possible que si on leur laisse la possibilité de ne pas apprendre et de ne pas travailler. Ah ouais, c'est ça. Si les élèves n'ont Mais pas le oui. choix, bah, du coup, ils vont pas prendre le choix. C'est pas un Ah choix. complètement. Donc si tu veux que Mais tes ce que élèves ouais, apprennent en autonomie et prennent les mains, tu dois leur laisser la possibilité de ne pas le faire. c'est hyper intéressant ce que tu dis. On va tirer un fil presque philosophique. On parle beaucoup des compétences psychosociales, d'apprendre à nos élèves à se positionner, apprendre à dire non, mais finalement on n'accepte pas ce non. Exactement. Et tu es là: «Hé les gars, si on apprend à nos élèves à dire non et ces enfants qui deviendront des adultes, eh bien nous, ça aiguise aussi notre, comment dire? Notre pouvoir d'argumentation et notre acceptation qu'on a en face d'un enfant, d'un élève, d'un être humain qui nous dit: «Eh mais là, je suis pas d'accord». Bah, très OK, bien, OK, très bien. parlons-en. Soit parlons-en ou soit juste parce que, bah, j'ai quand même Ouais, 30 OK, élèves à gérer, on n'en parle pas, c'est ouais, OK. c'est ça, oui, En tout à fait, revanche, tu as raison. il y a des choses qui sont prévues et si tu es pas d'accord, ça veut pas dire que, tu as pas enfin que tu vas empêcher les autres d'apprendre et C'est cetera. ça, exactement. Et Mmh. c'est être très dur sur le fait, que, ça c'est pas possible. C'est pas parce qu'un Oui, élève ne veut pas travailler qu'il peut pas perturber le cours, c'est juste pas non, possible. c'est un choix Mais individuel, mais ça ne doit pas entacher le collectif et les c'est ça. autres individus. Ouais, tout Mais à c'est fait. c'est c'est le changement de posture, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un prof? Et quand on est dans le syndrome du bon élève, le prof, c'est celui qui met les élèves au travail, qui les fait travailler et C'est ça. cetera. Mmh. Or c'est pas ça un prof. Le prof, c'est Qui celui ouais, qui fournit l'écosystème qui permet à tous les élèves qui le souhaitent d'apprendre. Les élèves qui le le souhaitent. souhaite. Et des fois, il y a certains élèves, il leur faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour se mettre Ouais. à souhaiter et Mmh. c'est OK Et oui, et parce que c'est de toute OK. manière, on ne pourra pas faire pour eux. Donc effectivement, là, on touche du doigt ce qui est de le plus compliqué pour nous, c'est d'accepter ce temps et de redonner le pouvoir à nos élèves, de dire: «Je fais tout pour que le contexte soit accueillant, structuré, explicite et que chacun puisse aller piocher ce dont il a envie». Mais si la posture de base, c'est: «J'ai pas envie», on va pas avoir envie pour eux. Donc de donner cette opportunité, c'est vraiment énorme. Je te raconte un truc. J'ai eu la chance, de partir au Maroc et de bâtir, l'école de mes rêves. Voilà, j'ai eu une petite structure, classe unique, comme je le voulais, de la de la petite section au CM2 dans un même lieu et donc des élèves qui travaillent ensemble et au CP, c'est le moment où on apprend à lire, eh bien, on faisait la proposition, on la faisait même avant pour certains qui étaient prêts et qui avaient envie, qui venaient nous voir et qui disaient: «J'ai envie d'apprendre à lire». «Ah OK» et au CP, on proposait de façon institutionnelle, j'ai envie de dire, l'apprentissage de la lecture et je disais aux parents: «Attention, je vais proposer, mais ceux qui n'ont pas envie, on va leur laisser le temps et c'est eux qui choisiront le moment». Mais le flip, alors chez moi en premier lieu, mais finalement assez rapidement, j'avais confiance. Mais c'est un énorme flip pour les parents. C'est: «Ouais, mais s'il ne choisit pas un jour de lire», ça n'arrive pas en fait. Oui, alors, hem, oui, je vais quand même, mettre un petit point de attention, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. On prend souvent l'exemple de la marche ou de la lecture qui sont des enfin, la lecture, c'est un peu limite, mais la marche, c'est ce qu'on appelle un apprentissage primaire, c'est-à-dire que Oui, mais pas la les lecture. pas la lecture, ouais, tout à fait. Mmh. Mais par exemple, bon, la lecture, c'est quand même suffisamment autour de nous, pour des choses. Il faut faire attention, dans le sens où, la ce que tu vas construire dans l'écosystème est hyper important. C'est-à-dire dire juste s'ils ont le temps et cetera. Donc nous, par exemple, au collège et au lycée, ils ont le droit de dire: «Je veux pas travailler» et cetera, il y a pas de problème. En revanche, si un élève décide de ne rien faire du trimestre, il aura une mauvaise note sur son bulletin. C'est important que les choix des élèves soient respectés et que les conséquences des choix des élèves existent. Parce que c'est ça apprendre leur apprendre à la vie, à être humain.
On fait des choix, il y a des conséquences et souvent, c'est parce que nous, en tant qu'enseignants, on se dit: «Ah mais oui, mais la conséquence est tellement grosse que je vais pas» et du coup, on essaye de qu'ils aient pas les conséquences de leur choix. Du coup, on les laisse pas poser le choix parce qu'on veut pas qu'ils aient les conséquences et en fait, du coup, on leur donne pas la place pour découvrir ce que ça veut dire être humain. Donc oui, il y a des choix, mais il y a des conséquences et les conséquences la différence, elle est pas dans là-dedans, elle est dans le positionnement qu'on va avoir après. Si un élève a décidé de pas avoir, de pas bosser et du coup, il se termine avec 7 de moyenne, il y a pas de notion de: «Eh, il veut pas se mettre au travail, c'est pas bien». Il y a pas de notion de jugement moral, mais plus une attitude de questionnement et d'ouverture. «OK, bon manifestement, c'est pas possible pour toi de travailler ce trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce qu'à un moment tu voudras te mettre en place?» et mais ne serait-ce que d'enlever ce jugement moral, ça change tout pour la santé mentale des élèves. Moi, j'ai des élèves qui avaient des problèmes, de dépression, des problèmes, physiques qui les empêchaient de travailler, d'accord? Ils ne pouvaient pas travailler, du coup, ils mettaient leur énergie aux choses, ils avaient 7. OK. Ils venaient en classe, on se parlait, ils étaient contents et il y avait pas de jugement moral. Et ils se sentaient acceptés tels qu'ils étaient dans leur humanité, donc dans leur imperfection à ce moment-là, ils n'étaient pas capables de fournir ce travail et il y avait pas d'injonction à la performance, d'injonction, c'est juste: «OK, bah, tu pas c'est pas grave, tu as quand même ta place en classe. Moi, je suis comme là pour t'accueillir. Si à un moment ça devient possible, on va y aller. On va pas dire que ce qui t'arrive est normal. En même temps, la plupart du temps, c'est les élèves, ce qui leur arrive n'est pas normal. Mais en tant qu'humain, on peut pas gérer tout sur tous les fronts en même temps, y compris aux adolescents». Bon, là, ils sont c'était des adolescents. Hem, mais parce que la santé mentale, c'est beaucoup les adolescents. Mais c'est ça aussi, c'est tu vois, on est dans ce cercle vicieux du syndrome du bon élève. Si on apprend aux élèves que réussir à l'école, c'est faire ce qu'on te demande, tu crées déjà les graines du problème de plus tard. Si tu leur apprends à l'école que l'école, c'est là pour t'apprendre à gérer tes apprentissages en fonction de ta boussole, de ce que toi tu veux faire et que c'est OK qu'un élève dise: «Mais moi madame, votre matière, je m'en fous, donc je vais juste faire le minimum pour avoir la moyenne» et c'est OK. Bien sûr, c'est OK. Parce que, par exemple, tu es dans l'équipe nationale de rugby. Écoute, c'est bien aussi Ouais. comme projet de vie. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, complètement. Hem, pour terminer, est-ce que tu saurais formuler le premier plus petit pas possible à faire sur, ce changement de paradigme? C'est vraiment un changement de paradigme. Donc et dans tout ce que tu as dit, dans tout ce qu'on a échangé, ça se joue entre nous et nous, j'ai l'impression quand même. Beaucoup. Alors, il y a plusieurs entrées. Il y a l'entrée, par le changement de paradigme, comme tu dis et l'entrée aussi par les outils. On change moi, c'est à ça que j'accompagne les enseignants, c'est que, je leur donne les outils, du coup, en changeant la pratique et en invitant de l'erreur dans la classe, le changement de paradigme se fait derrière. Donc il y a 2 façons de faire, soit le changement de paradigme par les outils, soit le changement de paradigme par justement mais les deux peuvent se faire. Moi, je trouve que le changement de paradigme par les outils est plus efficace. Parce que comme tu fais les choses, bah, il y a quelque chose qui se enfin, tu fais. Il y a une mise en action qui se fait et du coup, le cerveau suit. Alors que mettre le cerveau devant, c'est compliqué. Mais bon, si je sais que et ouais, moi aussi, j'accompagne mes enseignants dans cette démarche-là. Et si vous voulez changer le changement de paradigme, je dirais la première étape, c'est de réaliser que le perfectionnisme, la perfection, la recherche de la perfection amène à la médiocrité. C'est assez fort. Je sais que les enseignants que j'accompagne disaient: «C'est fort». Le jour où j'ai réalisé que de passer, tant de temps à faire mes séquences, en fait, ça m'amenait à de la médiocrité alors que ce que je veux, c'est pas de la médiocrité. C'est hyper fort. Tu dis: «Ah, en fait, ouais». Donc dès à chaque fois voilà. Donc on travaille en temps limité, d'accord? Quand le chronomètre sonne, c'est fini, c'est pas parfait, c'est fini. Si on prend plus de temps, c'est qu'on amène de la médiocrité. C'est OK de le faire au début, le temps que notre cerveau s'habitue, mais il faut bien qu'au moment où on est en train de travailler pour les élèves, on dit: «Ah, je vais faire ces petits trucs», de changer ce: «Ah, je vais faire ces trucs. Ah bon, il est tard, c'est pas grave, je vais me coucher plus tard, mais c'est pour mes élèves», de se dire: «Ah, il est tard, bon, j'arrive pas à arrêter, je sais que c'est nul, je sais qu'au final, les élèves vont pas avoir le prof reposé qu'ils veulent demain. Je sais que c'est pas pour mes élèves que je travaille, mais que c'est pour moi. C'est un travail purement égocentrique qu'on fait quand on travaille après à 8 heures et c'est OK de temps en temps d'être égocentrique.
mais déjà de changer. Pas dire: «Ah c'est bien», se faire un petit shot de: «Ah je suis une bonne prof». Ouais. Et si vous voulez commencer par les outils, c'est ce qu'on a dit, c'est regardez votre année en mode, hem: «Je vais être absente. Je peux être absente n'importe quand du jour au lendemain». Heu, il faut que vos élèves ont les outils, ils savent quoi faire et heu et préparez votre année comme si vous alliez être absente. Voilà. Génial, beh, fou, merci. Ça ne ça on pourrait, je pense, encore en discuter Ah oui. plein de parce que y a ça tire tellement de fils, mais là, vraiment, merci pour, cette première étape, qui est très inspirante. Merci beaucoup, Marie-Camille. Merci à toi Nathalie.